Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans votre journal d'actualité du Distri. Il sera question aujourd'hui du tourisme dans la région qui se porte à merveille. 2016 aura été une année faste avec un record de nuitées. Analyse dans quelques instants avec nos invités. Une douzaine de ménages risquent de perdre leur appartement à Gland en raison de transformations prévues par leur régie. On entendra les autorités. Et un point sur la campagne électorale en vue des élections cantonales et enfin de la culture avec une place d'honneur au festival de notre région. Je vous le disais à l'instant, c'est un record. Jamais la région de Nyon n'avait enregistré autant de nuitées, plus de 180 000 l'an dernier, soit une augmentation de près de 23% par rapport à 2015. Nos invités pour en parler, le directeur de Nyon Région Tourisme, tout d'abord Didier Méville, bonjour. Bonjour. Avec nous également le président de Nyon Région Tourisme et accessoirement aussi syndic de Prangin, François Briand. Bonjour à vous. Bonjour. François Briand, Nyon Région, comme le canton de Vaud d'ailleurs, contraste au niveau des chiffres 2016 par rapport au tourisme en Suisse. Cette explosion de nuitées, on l'explique par deux éléments. D'abord, une offre d'hébergement qui est plus importante et puis une stratégie gagnante. Quelle stratégie ? Alors effectivement, c'est une année, je dirais, très intéressante pour le canton de Vaud tout d'abord, comme vous l'avez rappelé, et pour notre région en particulier. L'offre s'est améliorée sensiblement, c'est vrai, et qui contribue à une augmentation sensible des nombres de nuitées hôtelières. Et puis la stratégie mise en place d'ailleurs à l'initiative un tout petit peu de notre région dès 2011, qui consistait à mettre en exergue plutôt des thématiques qu'on appelle des domaines d'activité stratégiques. Alors qu'avant c'était plutôt les villes. On vendait des destinations et on a estimé que finalement, si vous êtes notamment sur nos marchés prioritaires en Suisse alémanique, en France voisine, que de vendre Rolle, Coppet, Nyon était moins intéressant que de vendre, encore une fois, des activités. Et elles sont nombreuses dans la région, que ce soit en lien avec l'environnement naturel privilégié, avec les événements, les festivals, avec la culture, la tradition, l'art de vivre qui englobe la gastronomie, le no-tourisme. Tout cela a été mis en place, encore une fois, depuis quelques années, été repris au niveau du canton de Vaud. Et à notre grande satisfaction, c'est repris partiellement également par les instances suisses du tourisme qui commencent à promouvoir notre pays à travers des thématiques. Et tout cela fait que c'est assez porteur et les résultats sont encourageants. Une stratégie qui fait tache d'huile, on le voit. Didier Méville, le fait de remettre au centre le terroir, finalement, la culture, il n'y a pas de modestie à avoir. Il faut mettre en avant le patrimoine que l'on a chez nous. Oui, surtout quand on a la chance d'avoir encore un peu une Suisse miniature. Dans la région de Nyon, on passe du lac à la montagne, au ski en 20 minutes. On a une collection de châteaux et musées qui, moi, j'estime quasiment unique en Suisse au niveau de la densité et de la diversité. Quand on a du château de Coppet, château de Nyon, château de Prangin, par exemple. Donc c'est clair qu'il faut jouer sur nos atouts. Nos atouts, ils sont là. On n'est pas une grande ville, on n'a pas forcément la nightlife que d'autres villes peuvent avoir. Mais nous, on a un art de vivre, on a une expérience de proposer des week-ends relaxants. Les gens viennent la plupart du temps pour ces week-ends, pour ces courts séjours, en plus bien sûr du tourisme d'affaires. Mais au niveau du loisir, c'est vraiment là-dessus qu'on doit jouer. C'est la beauté de la région et surtout le côté relaxant de la région. Il y a un élément qui est mis en avant aussi, François Briand, c'est la qualité de l'accueil, cette synchro-sainte qualité de l'accueil de l'hôtellerie et de la restauration en Suisse. On voit par exemple les débats qu'il y a eu dernièrement au Valais, avec une perte justement de cette qualité d'accueil. C'est encore vrai aujourd'hui dans la région ou ça se perd un petit peu quand même ? Non, je crois que la qualité des prestations est un élément incontournable du tourisme, notamment en Suisse, où les coûts de production, les coûts de main-d'œuvre sont plus élevés que dans d'autres pays européens. Donc, s'il n'y a pas un service de qualité, je crois qu'on devient moins compétitif. Et c'est vrai qu'il y a eu des grandes campagnes pour améliorer globalement toute cette chaîne de prestations touristiques qui va depuis l'arrivée à l'aéroport avec l'accueil du douanier quand il y en a encore, jusqu'au départ au chauffeur de taxi qui raccompagne l'hôte de passage. Et entre deux, bien sûr, tous les services hôteliers, restauration, commerçants, transporteurs, tout ça doit être au top niveau. Et dès qu'il y a une faille dans cette chaîne de prestations, eh bien, le souvenir du séjour risque d'en pâtir. Et c'est sur quoi on essaye de se calquer pour offrir des séjours de qualité. Un mot, Didier Méville, sur le profil de ces touristes. D'abord, c'est des courts séjours, essentiellement. Et on a quand même une part importante de touristes suisses, 41% du total, c'est en augmentation. On pourrait s'étonner au vu de la force du franc et des destinations avec les compagnies low cost. On est pour
pas très cher à, je sais pas, par exemple Barcelone, Paris ou autre. Il y a cette concurrence qui est là et pourtant la clientèle suisse vient ici. Oui. Et je pense que la clientèle suisse a répondu présente et justement a utilisé son pouvoir d'achat supérieur parce qu'en partant à l'étranger, c'était moins cher pour nous, Suisses, que par le passé. Donc l'argent qui restait à voir, ils l'ont dépensé pour des voyages en Suisse. Et puis c'est là où on a su tirer notre épingle du jeu en ciblant nos campagnes promotionnelles sur la Suisse allemande en particulier, en faisant beaucoup plus d'efforts même, hein, peut-être plus cohérents, plus ciblés sur la Suisse allemande que par le passé. Comment, et c'est là où on espère qu'on a joué vraiment un rôle par rapport à cette augmentation des nuitées suisses qui est vraiment massive dans notre région. Comment on cible les Suisses allemands? Alors on a ciblé un peu par thème, de nouveau on s'y retrouve, hein, mais voilà, c'était de faire venir les gens pour un week-end, pour profiter de la nature, puis on a lancé le pass La Côte, qui est un pass qui est offert aux touristes quand ils arrivent dans les hôtels dans la région, et puis ce pass donne une réduction sur les bateaux de la CGN, donne une réduction sur les musées, donne une réduction des dégustations de chez les vignerons, donc voilà, les 3 points forts qu'on a, outre bien sûr les festivals, etc., on les a mis dans ce pass, et puis ce pass nous a aussi permis c'était un peu une plateforme de communication, une histoire à raconter à ces Suisses allemands. C'est là où on a créé un produit, un package qui était peut-être plus cohérent, plus abouti que par le passé. Puis en plus, on l'a poussé dans les gros magazines suisses allemands, on l'a poussé sur des bannières digitales en Suisse allemande. Et puis c'est ça qui, on espère, a fait une différence. Didier Miéville, directeur de Nyon Région Tourisme, merci beaucoup pour votre présence. On profite de votre présence encore sur ce plateau, François Briand. Je le disais, vous êtes aussi syndic de Prangin. Une décision qui a été prise par le conseil communal de Prangin cette semaine, un crédit pour Nyon Région Télévision de 20 000 francs. Au-delà du cas particulier de Nyon Région Télévision, l'occasion d'évoquer l'aide à la presse. C'est un sujet qui est d'actualité en ce moment. Et ça s'est joué à très peu de voix. Hein. Cette thèse, sauf erreur, 22 voix pour, 20 contre, 9 abstentions. Qu'est-ce qui a fait pencher la balance ? Alors, tout d'abord, je crois que la discussion devant le Conseil était très intéressante. Nous l'avions souhaité au niveau de la municipalité. C'est un montant qui aurait pu figurer dans notre budget de fonctionnement et qui aurait il aurait pu être amendé, mais il aurait pu par ailleurs passer comme une lettre à la poste, entre guillemets. Nous avons souhaité ce débat pour évoquer peut-être, au-delà de l'aspect financier, une question de fond, effectivement, et de principe sur le financement ou non, d'une part, d'une chaîne de télévision comme la vôtre, et d'autre part, quel est finalement le rôle et l'importance d'une chaîne qui fait de l'information de proximité dans l'environnement médiatique que l'on connaît avec ces multitudes de chaînes notamment internationales. Et je crois que le débat était intéressant. Les avis ont été très partagés, comme vous le mentionniez, et on est heureux de voir que finalement le Conseil a suivi les recommandations de la municipalité. Mais je pense qu'il y a un certain nombre de points qui devront être repris pour assurer effectivement la pérennité. On a réussi dans l'urgence à sauver, on est très content, dans l'immédiat les finances de NRT, et on espère qu'on va être également suivi par d'autres communes. Mais au-delà, je pense qu'il y a un certain nombre de points qu'il faudra remettre sur la table. Lesquels ? Je pense qu'on a évoqué, différents points sont sortis, comme est-ce que c'est aux instances publiques, aux deniers publics de financer des chaînes de télévision privées. Alors beaucoup en sont convaincus qu'il n'y a pas d'autre véritable solution à cela. Mais au-delà de cette acceptation, est-ce que tout le monde doit passer à la caisse ? Est-ce que c'est seulement certaines communes qui doivent le faire ? Là, je pense qu'il faudra qu'on trouve des solutions pour partager, si vous voulez, le coût. Au-delà, il y a une question de visibilité de cette chaîne. J'ai un tout petit peu le sentiment que pas assez de personnes connaissent encore les émissions de NRTV, et c'est bien dommage. On s'intéresse plus aujourd'hui à l'information et à la politique internationale qu'à celle qui se passe là où on habite. Et je pense pour quelqu'un qui fait un tout petit peu de politique dans sa région, voire qui vit dans la région tout simplement, il aurait beaucoup à apprendre et à connaître en suivant les émissions d'une télévision. Mais là, on a reconnu un manque de visibilité. Et cette question justement du débat d'une aide publique à la presse et aux médias, c'est un débat qui a lieu au Grand Conseil, qui va avoir lieu aussi pour cette session-là sur la question des médias de service public aux chambres fédérales. Merci beaucoup François Briand pour votre présence. Près de 200 000 francs pour la réalisation d'un nouveau square à la place Perton à Nyon. L'aménagement provisoire doit favoriser les échanges entre générations. Il comprendra notamment une buvette et un nouvel espace de jeu. Florian Cavalieri.
La place Perton, c'est d'abord un immense parking, mais c'est aussi un espace vert au sud, avec des arbres, un bel espace qui est absolument inexploité. Maintenant, il y a juste une petite place de jeu, vétuste. Alors, on va remplacer cette place de jeu par un grand espace public, tout le long de l'espace vert qui existe là-bas, avec des jeux, bien sûr, mais des barbecues, des bancs, des endroits pour se reposer, des tables de ping-pong et une buvette. Donc un vrai lieu de rencontre, de convivialité. Alors justement, les débats ont beaucoup tourné autour de cette notion de zone de rencontre. Oui, alors certains avaient peur du fait que ça soit une zone de rencontre parce qu'il y a des incivilités, il y a du bruit. La place Perton, c'est un espace public, il appartient à tous, il appartient à la ville. Il est juste logique qu'on l'exploite mieux que ce qui est fait maintenant. En termes d'échéancier, dans combien de temps on verra ce nouveau parc ? Alors dès cet été, il y a une mise à l'enquête publique qui est faite. Bon, il y a toujours des risques d'opposition, mais normalement cet été, les Nyonnais pourront aller boire un verre ou se reposer à la place Perton, en plein centre-ville. Alors tout ça pour un coût de 200 000 francs. Certains se sont élevés contre cette enveloppe, la jugeant trop élevée. Pourtant, vous avez rappelé qu'un simple toboggan, c'est entre 40 et 60 000 francs, si je m'abuse. Oui, certains voulaient qu'on remplace un vieux toboggan par un nouveau. Ça coûte à peu près 200 000 francs et c'est des éléments qui sont fixes. Le projet que nous proposons est vraiment, on peut le changer, on peut le transposer ailleurs si on a d'autres idées. Pour le même prix, on a quelque chose de beaucoup mieux et de beaucoup plus grand et pour tous. Alors vous représentez la gauche au sein de l'exécutif et le débat finalement a concerné la droite, les extrêmes du centre droit qui sont presque déchirés sur ce sujet. On a vu des gens qui étaient conservateurs, qui disent attendons, il est urgent de rien faire. La municipalité pense qu'il est urgent de faire quelque chose. C'est un endroit qui est pas mis en valeur. Il y a quelque chose à faire pour ce centre-ville. On veut le faire, on le fera. Perton est un élément essentiel du cœur de ville. Ça fait partie aussi du programme législature qu'on va dévoiler au prochain conseil avec le préavis cœur de ville qui vous présentera ces différents éléments. Et comme les conseillers l'ont relevé, il y aura un parking enterré à Perton. Oui, bien sûr, je crois que ça fait longtemps qu'on en parle. Là, on est dans les phases de préparation, dans les phases d'élaboration et de planification avec différentes variantes pour bien évidemment enterrer ce parking, mais toujours en gardant des places à disposition du centre-ville et des commerçants. Et si ce projet de parc est une réussite, est-ce que vous pourrez l'intégrer justement dans le cœur de ville? Est-ce qu'il a déjà sa place? Oui, alors de toute façon, là, cet espace-là va rester, peut-être pas de cette manière définitive, mais c'est vrai qu'on a des platanes qui sont magnifiques, donc c'est clair qu'on ne va pas les enlever. L'objectif, c'est de faire un parking dans la partie un peu plus au nord, mais cette partie-là va rester. Après, c'est clair que c'est pour nous aussi la possibilité de montrer ce qu'on peut faire dans le cadre des espaces publics, pas seulement ici, mais dans d'autres espaces publics de la ville, dans d'autres parcs de la ville. Et c'était vraiment pour nous un espace test. La densification est un enjeu majeur pour de nombreuses communes. À Gland, une douzaine de ménages risquent de perdre leur logement. Au numéro 25 de la route de Cité Ouest, leur grand appartement sera transformé en studio et en 3 pièces. Isabelle Monet, bonjour. Bonjour. Vous êtes la municipale à Gland en charge des affaires sociales et du logement. On va préciser d'abord que l'affaire est actuellement suspendue à la décision du tribunal des Baux. Là, on parle de la fin probable de logements, de grands logements, mais des logements à loyer abordable. Par exemple, un 6 pièces et demi à 1176 francs. Est-ce qu'on peut dire, Isabelle Monet, que pour la représentante de la commune de Gland que vous êtes, c'est un mal pour un bien. Ça permet d'accueillir des contribuables peut-être plus intéressants. Okay. Moi, je ne dirais pas tout à fait les choses de cette façon-là, parce que je ne sais pas si accueillir des locataires dans des studios sont vraiment des gens qui vont payer de grosses charges fiscales. Par contre, pour un 3 pièces et demi à plus de 2000 francs... C'est vraiment... je pense que c'est la classe moyenne, et puis on s'arrête là. Par contre, je pense qu'au niveau de la municipalité, on doit se soucier de tous nos habitants, et puis en particulier des habitants qui habitent notre ville, qui sont là en ce moment. Et je pense que
résilier des baux pour des personnes qui vivent dans des appartements depuis très longtemps, c'est peut-être pas la meilleure façon de faire lorsqu'on veut faire des travaux. Alors pardonnez-moi, mais est-ce que c'est pas non plus normal si on est présent depuis 20 ans, 30 ans dans un appartement, au bout d'un moment, il y a des rénovations qui sont obligatoires? Bien sûr. Alors là, je pense que la commune ne va jamais aller contre un propriétaire qui veut rénover une habitation. Là, on voit bien une douzaine d'appartements. Donc vous ne vous opposez pas? Non, alors on ne va pas s'opposer parce que tout premièrement, il va y avoir une mise à l'enquête qui court en ce moment. Et il y aura des oppositions qui sont annoncées. Il y a des des oppositions qui vont se mettre en avant, mais il y a déjà au niveau du droit du bail, comme vous le disiez tout à l'heure, donc là, il faut être sûr que la résiliation a été faite dans les règles de l'art. Donc je pense qu'il y a un certain temps où le droit du bail va entrer en lieu. Après, au niveau des travaux, alors là, c'est une deuxième paire de manches, on peut dire, parce que la commune va regarder aussi avec le canton pour voir de quelle manière ces travaux vont entrer en matière. Le canton qui a déjà annoncé être... Justement, parce que c'est des appartements à pénurie, et puis automatiquement, nous, on regarde avec tous les services du canton, en particulier avec l'unité logement, qui va analyser ces travaux, voir si c'est vraiment des travaux qui ont lieu d'être, voir si c'est des travaux d'entretien, de plus-value, etc. Et puis nous, on espère qu'on va trouver des solutions pour ces locataires, parce que, comme je disais tout à l'heure, on se soucie de tous les habitants. Isabelle Monet, c'est assez impressionnant. Quand on arrive à Gland, il y a des chantiers un peu partout, beaucoup de logements qui se construisent. Est-ce qu'il y a des solutions pour ce profil-là, justement, de locataires pour des loyers abordables? Est-ce qu'il y a des solutions qui existent aujourd'hui? Oui, alors heureusement, et puis on a déjà tenté de les mettre en place, et puis je pense avec une belle réussite, la dernière législature, c'est une centaine d'appartements qui ont pu être construits sur le territoire glandois. Et pour les locataires concernés, est-ce qu'il y a une solution qui est en vue? Pour le moment, on n'a pas encore vraiment discuté de ça, parce qu'on n'en est pas encore là. Il faut laisser le temps au droit du bail d'aller jusqu'au bout. Mais ce que je peux dire, c'est que déjà, lorsque des personnes ne trouvent pas des appartements à loyer abordable, on a mis en place l'aide individuelle au logement. On a proposé des appartements subventionnés grâce à des droits de superficie. On a travaillé avec des coopératives. On propose également des appartements protégés qui sont conventionnés avec le canton. Donc ces appartements-là, pardonnez-moi, existent et ces locataires pourraient faire appel à la commune pour obtenir ces logements. Oui, oui. Et puis ce qui se fait maintenant, c'est que lorsqu'on n'est pas maître du foncier, on va aller voir, par exemple, des développeurs et puis on va discuter avec eux pour essayer de trouver des solutions. Le plan de quartier de la Combat, qui vient d'être voté au niveau du conseil communal, va proposer à peu près 20% de logements à loyer abordable. Est-ce qu'Isabelle Monet, à votre connaissance, il y a d'autres projets identiques de rénovation, de travaux qui obligeraient certains locataires à devoir quitter, dans cette rue ou ailleurs? Oui, alors bon, il y a le fameux projet Cité Ouest 31, qui est également à l'enquête en ce moment. Mais là, on a eu la résiliation des appartements, c'était fin 2011, où là, c'était 53 appartements qui étaient concernés. Et puis, on a pu voir qu'avec le droit du bail, finalement, les habitants, pour la plupart, sont toujours dans l'immeuble. Et puis, entre-temps, le locataire qui voulait... en gros, vider l'immeuble pour pouvoir procéder aux transformations, et bien maintenant, il a revu sa feuille et puis il a décidé de maintenir les habitants pendant les travaux. Donc là, finalement, on se rend compte qu'avec le temps, on arrive à trouver des solutions. Donc vous êtes plutôt optimiste? Moi, je suis optimiste de nature et puis j'espère que les locataires vont trouver de bonnes solutions. Et puis si, ma foi, ils n'y arrivent pas, on essaiera de les aider d'une autre manière. Le message est passé. Merci beaucoup, Isabelle Monet. On ouvre à présent une page électorale avec les Verts, tout d'abord, qui présentent leur liste pour le Grand Conseil. On notera le retour de l'ancien municipal nyonnais Olivier Mayor et la présence de 2 syndics du district. Une liste qui fait également la part belle aux candidatures féminines. Florian Cavalieri. Alors c'est une très belle liste qui comporte 19 noms, en majorité féminine, puisqu'il y a 10 femmes et 9 hommes. Et puis que cette liste, elle a fédéré autour d'elle une série de belles personnalités du district de Nyon, des flancs du Jura au bord du lac, de l'Est en Est, en Ouest, une large répartition géographique, et avec des gens qui sont des hommes et des femmes qui sont impliqués dans la vie politique, la vie associative. C'est vous, Olivier Mayor, qui tirez cette liste des Verts du district de Nyon pour l'élection au Grand Conseil. C'est votre retour en politique. Oh, c'est pas vraiment un retour, j'ai pas quitté le Grand Conseil depuis, ça fait depuis maintenant 2007 que je siège au Grand Conseil, j'ai fait 2 législatures et si le peuple le veut bien, j'en ferai une 3e, ce sera par contre ma dernière.
Actuellement, il y a 2 députés verts du district de Nyon au Grand Conseil. L'objectif, c'est en tout cas de gagner une 3e voie. Comment faire? Quelle est la stratégie? Il faut des majorités, comme je disais, pour pouvoir agir dans un plénum comme le Grand Conseil. Et pour ça, il faut des élus. Donc effectivement, le programme que nous présentons pour le canton et pour le district en particulier me semble évidemment, en ce qui me concerne, très pertinent. J'espère que nous arriverons à convaincre de cette pertinence une majorité de gens. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire avancer les choses. Alors vous faites partie de ces nouvelles recrues du Parti des Verts, des recrues de luxe, puisque vous êtes connue en tant que syndic et présidente du conseil intercommunal. Comment s'est passé ce recrutement au sein des Verts? Eh bien, j'ai toujours été verte sans le savoir, puisque je défends de manière privée, professionnelle, de mes mandats professionnels de culture et de politique, je défends les valeurs des Verts, qui sont des valeurs d'ouverture d'esprit, de vivre ensemble, de tolérance, de progrès, d'avancement de la société. Voilà. Vous êtes censé tirer cette liste au même titre qu'Olivier Maillard et Odile Decré. C'est une lourde tâche. Alors, une lourde tâche, je ne dirais pas que c'est vraiment une lourde tâche, puisque le cœur y est. Et puis, quand le cœur y est, les choses deviennent beaucoup plus faciles. Puis un des défis aussi, c'est d'être la syndic d'une commune de Terre-Sainte qui est quand même plus à droite. Et là, on sent, on met votre coming out au sein des Verts. Ça va être compliqué au quotidien, au niveau de l'exécutif de Communy. Pas du tout, parce qu'en fait, quand nous avons constitué la liste, il y a un peu plus d'une année maintenant, pour les élections communales, si vous regardez les arguments que nous avions avancés avec mes quatre actuels collègues, qui étaient mes colistiers à l'époque, et puis les priorités de législature que nous avons distribuées au conseil communal à la fin de l'année dernière, on est totalement raccord. Il y a un vrai esprit, une vraie volonté de s'inscrire dans le développement durable au niveau de la municipalité de Communy. Ça a toujours été affiché déjà précédemment, mais encore plus maintenant. Donc aucun problème. Au contraire, mes collègues, quand je leur ai appris mon engagement, étaient très contents et me soutiennent. On remarque aussi la présence de Didier Laurie, ce troublion de la politique régionale. Alors Didier Laurie a prouvé dans son action comme syndic qu'il était un ver dans l'âme, lui qui a fait des énergies renouvelables pour chauffer les bâtiments communaux, pour l'utilisation du bois dans les constructions communales. Il a démontré son véritable intérêt pour les questions du développement durable. Pour vous, les Verts, c'est le nouveau centre ? Je ne sais pas si c'est une question de centre. Nous mettons au centre les questions de notre environnement. Et alors si c'est ça, être au centre, le centre c'est l'environnement, oui. Voilà, une petite correction, cette liste des Verts comporte 3 syndics du district et non pas 2 comme annoncé précédemment. Les Verts libéraux, eux aussi, ont présenté leur liste pour le législatif cantonal. Objectif, maintenir ces 2 sièges, voire même maintenir leurs 2 sièges, voire même en remporter un 3e. C'est une belle liste, c'est une liste vert libérale qui est composée de 16 membres, très différents les uns des autres. On a la chance d'avoir des gens avec beaucoup d'expérience, des nouveaux, des gens qui viennent d'un peu partout dans le district, beaucoup de conseillers communaux, pratiquement que des élus, très engagés dans la vie locale, qui vont continuer leur carrière politique, des nouveaux, des anciens. Un mélange de différentes personnalités qui se sont retrouvées ensemble et qui se sont retrouvées au sein de cette liste. On a effectivement 2 représentants, donc moi-même et là, Christin. Donc, premier objectif pour nous, c'est déjà de pouvoir garder ces 2 sièges. Deuxième objectif, c'est effectivement d'aller grignoter ce fameux 19e siège que tous les partis souhaitent un petit peu aller chercher. Alors pour nous, c'est clair qu'on espère naturellement qu'avec notre campagne, nous allons pouvoir progresser et aller chercher ce fameux 19 sièges que tout le monde souhaiterait avoir. Alors justement, vous êtes député déjà au Grand Conseil, vous êtes une des 2 têtes de liste de cette liste verte libérale nyonnaise et la stratégie entre niveau communal et cantonal n'est pas tout à fait la même. Expliquez-nous.
Alors c'est vrai que maintenant on a une liste verte libérale au niveau du Grand Conseil et donc ça c'est quelque chose qui pour nous est important parce qu'on a beaucoup de candidats cette année par rapport à la législature précédente. On a presque doublé le nombre de candidats sur la liste, donc on voit qu'une liste vert libérale stratégiquement peut tout à fait se porter sur ses propres fondements et donc notre objectif durant la campagne c'est de faire connaître ces fameux candidats qui sont issus de tout le district afin que la population puisse pouvoir interagir avec eux et on espère voter pour eux. Clairement, le parti vert libéral au sein du Grand Conseil voudrait jouer le rôle qui était dévolu avant au PDC, c'est-à-dire celui de faiseur de roi et de majorité. Alors, c'est vrai que c'est maintenant un peu plus les Verts libéraux qui jouent ce rôle-là, déjà par le nombre que nous sommes, parce que nous sommes un peu plus nombreux que le PDC, mais aussi parce que nous avons un discours qui tient autant à droite qu'à gauche de l'échiquier. Et il y a cette troisième voie que j'expliquais tout à l'heure qui fait notre force, où on est une alternative au discours de droite et de gauche, quoi. Le Parti vert libéral, c'est aussi des membres dans les exécutifs, les législatifs, des listes propres à Nyon et à Rolle, mais des listes d'entente dans les autres communes où vous êtes présents. Expliquez-nous cette stratégie. Alors, le but quand même, c'est que chaque membre qui veut être vert libéral s'implique dans la vie politique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on veut des gens convaincus de nos idées et qui les amènent et qui les portent dans les conseils. Ensuite, que ce soit plutôt une entente ou un groupe vert libéral, c'est un peu moins important. On veut d'abord que les idées passent. Si on a la chance d'avoir un groupe vert libéral, tant mieux. Ces valeurs vertes libérales qui seront défendues dans cette liste nyonnaise, quelles sont-elles ? Alors, pour la liste, pour le district de Nyon, bien sûr, nous défendons les valeurs vertes libérales, des valeurs progressistes, c'est important. Ce ne sont pas des valeurs conservatrices, donc nous sommes créateurs d'avenir, nous imaginons l'économie de demain différemment, plus tournée vers l'avenir. Et nous avons des valeurs également libérales, bien sûr. Nous sommes un parti d'écologie du centre droit. Et nous avons également des valeurs humanistes qui nous positionnent évidemment plus au centre, parce que l'humain est la préoccupation centrale de notre engagement écologique. Et le Conseil d'État présentait, lui, cette semaine, son bilan de législature, un bilan qu'il juge positif. Mais voilà, les amis d'aujourd'hui seront les rivaux de demain. Alors, comment les magistrats conçoivent-ils la campagne à venir ? Rodolphe Henner. Exercice particulier que celui d'un Conseil d'État dressant son bilan de législature à quelques jours d'entrée en campagne pour sa réélection. Ainsi donc, l'exécutif cantonal le clame haut et fort. L'exercice qui s'achève dans 3 mois est un succès. Les raisons, la collégialité bien sûr, mais aussi d'avoir su travailler sur 23 mesures que ce même Conseil d'État avait listées dans son programme en 2012. On l'aura donc compris, le bilan du Conseil d'État. Véritablement, c'est un succès. Mais je crois qu'on a le droit de dire, même dans un canton protestant, qu'on est fier du travail qu'on a accompli, puisqu'on s'est fixé un objectif dans un programme de législature. Et pour éviter que ce soit une liste du Père Noël, il faut vraiment ensuite, à la fin de la législature, montrer ce qu'on a fait. Donc vous pouvez prendre ce qu'on a décidé de faire et ce qu'on a fait, et je crois que l'adéquation est assez plaisante. En tout cas, on s'était assigné des objectifs et on peut affirmer qu'ils ont été atteints, et atteints dans un climat de travail et de confiance avec le Parlement et la population qui est satisfaisant, surtout quand on se rapporte au début de la législature où d'aucuns avaient pointé du doigt le fait qu'institutionnellement on avait une majorité de droite au Parlement, une majorité de gauche au gouvernement, et certains prédisaient des blocages. Aujourd'hui, force est de constater que les blocages ne sont pas produits dans l'ampleur qu'elles avaient été évoquées. Donc oui, c'est pour le gouvernement un exercice réussi. Le bilan, il est positif dans un principe de continuité. Depuis la nouvelle Constitution, on a trouvé des solutions. Quand on s'est désendetté, on est triple A, on a des perspectives équilibrées sur le territoire, on a des investissements importants pour toutes les régions, du Nord vaudois, en passant par la Broye, l'Est, le Centre, l'Ouest. Donc on voit que chaque région a été correctement traitée. Au Conseil d'État, on est 7 et que les projets doivent être portés par 7 membres du Conseil d'État. Pas par 2, pas par 4, mais par 7. Et qu'on prenne le temps qu'il faut pour ça. Je crois qu'on a une fierté, mais toute vaudoise, elle est intérieure. Nous ne saurions qualifier
vérifier notre bilan, mais je crois que nous étions heureux de pouvoir présenter le résultat des actions que nous avions indiqué que nous allions faire au début de cette législature, un programme qui était de notre point de vue ambitieux et que nous avons pu accomplir dans son entièreté. Donc nous serons intéressés de savoir ce que les autres en pensent, mais nous étions, je crois, heureux de pouvoir dire que nous avions accompli ce que nous voulions faire. Estimons avoir rempli le contrat que nous avions avec la population. Dans le détail, chacun des 7 membres a évoqué ses dossiers. Ici, le logement, là, les transports, la prochaine fin du moratoire sur l'aménagement du territoire, la culture, l'aide sociale, les finances saines ou encore l'aide à l'industrie. On a un peu moins parlé des fusions de communes, de l'école, de la péréquation ou encore de l'ouverture, toujours difficile, de foyers pour requérants. Reste désormais la campagne. Comment le Conseil d'État l'appréhende-t-elle ? Écoutez, elle débute, nous sommes engagés et sereins. En tout cas, nous nous présentons fort d'un bilan et puis avec une forte envie de pouvoir le présenter à la population et d'être dans l'ouverture du dialogue avec elle. Alors, la collégialité est, la collégialité sera. On verra, ça ne dépend pas que de nous 7, il y aura beaucoup de candidats, chacun a le droit à accéder à cette fonction magnifique. Et puis nous, on va évidemment continuer à se voir tous les mercredis, à devoir adopter des projets. Évidemment, ça aura une influence sur notre envie d'en découdre, mais je crois que c'est assez sain au fond qu'on ait toujours à cœur de réaliser des choses. Aujourd'hui, il y a une place de libre, et donc les blocs politiques, gauche comme droite, vont s'affronter pour chacun remporter le siège. Et ça, c'est les règles du jeu démocratique. Donc il n'y a pas de continuité avec l'ensemble du gouvernement. Ça aurait pu être le cas. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, il y a un siège de libre. Il est vrai que nous voulons changer la majorité à droite, donc il y aura des tensions, mais je pense que ça va se passer dans le respect. Il y aura des débats sur des sujets, sur des points de vue où nous pouvons diverger, et je crois que c'est toute la richesse de notre démocratie et les différentes opinions qu'elle représente. Mais je ne me fais pas de soucis, ça ne va pas être quelque chose de sale. Je pense que nous resterons dans le respect les uns et les autres jusqu'à la fin. Le peuple décidera. Un peu plus. Merci. Après la politique, la culture, dans le cadre des hivernales NRTV, s'est intéressé à un groupe 100% nyonnais, Olax, c'est son nom, place la langue française au cœur d'une musique électro. Rodolphe Fenner, fan de la première heure, est allé à leur rencontre. Un samedi soir aux hivernales à la rencontre du groupe Olax. Groupe composé des musiciens de Team Passion Watch et Alice Roosevelt. Du 100% nyonnais. David, guitare. Cyril, production, arrangement, piano, basse, guitare. Théo, batterie. Et moi, voix, aussi composition, piano-voix, guitare-voix à la maison, puis finalement ça finit en voix sur album. Olax, ça vient d'une rencontre entre Cyril et moi via un pote. Et moi j'ai toujours fait de la musique, guitare, voix, piano-voix à la maison, avec des morceaux. Et je savais que Cyril touchait de l'électro. Et je me suis dit une fois, ce serait sympa si je lui envoie mes morceaux et puis que tu fasses ce qui te passe par la tête dessus, quoi, tout simplement. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Récapitulons. À la base, on trouve donc Lars Isler à la voix et Cyril Pugin aux arrangements. Mais sur scène, le groupe devient un quartet. Olax, c'est donc de la musique électro avec des textes en français. C'est vrai que c'était assez surprenant. Je savais pas ce que ça allait donner en fait du tout. J'étais plutôt surpris en bien parce que ces textes sont assez intéressants. Mais si on m'aurait dit il y a 5 ans en arrière que je ferais de la musique, là, une espèce de chanson en français, j'aurais pas cru. Mais pour finir, ça donne bien, donc je suis assez content. Et comment fait-on pour tirer son épingle du jeu dans le monde de la musique actuelle ? C'est la musique, trouver des concerts, c'est la passion qu'on y met, parce que
De nouveau, Lars, ça fait des années qu'il fait de la musique, il est connu dans le monde de la musique à Nyon avec Team Pass and Swatch. Nous, avec Cyril, ça fait bientôt 12 ans qu'on fait de la musique ensemble. Maintenant, ça fait 2 ans avec Théo qu'on fait de la musique. Donc, si ça fait aussi longtemps qu'on fait de la musique, c'est parce qu'on y trouve du plaisir. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui fait qu'on va trouver des dates, qui fait qu'on va plaire aux gens, c'est que nous, on y croit un petit peu dans ce qu'on fait, puis on a un petit peu la flamme. Ça fait tellement longtemps que maintenant on commence à faire de la musique ensemble que si vraiment les emmerdes avaient pris le dessus, je pense qu'on serait pas là en train de jouer de nouveau de la musique ensemble. Donc on y trouve vraiment du plaisir à se retrouver à chaque fois, plusieurs fois par semaine. Olax, un groupe électro bien sûr, mais aussi des musiciens qui acceptent de jouer en acoustique, rien que pour nous. Voilà, à noter que samedi à l'usine à gaz, 3 groupes nyonnais uniront leurs forces pour une grande soirée rock'n'roll. Et justement, lui aussi, il est un peu rock'n'roll. Jay Rutter, bonjour. Président, fondateur des Hivernales, ça s'est terminé le week-end dernier, 4 jours de concert, ça a fait le plein, carton plein, on peut le dire, bilan largement positif. Un bilan largement positif, non seulement il y a eu foule qui s'est pressée dans les différentes salles du festival, on a également eu une magnifique météo, si on regarde ces derniers jours, ce qui est tombé dans la région, on est passé entre les gouttes, c'est vraiment le cas de le dire. Et puis surtout, il y a eu une superbe ambiance à travers toute la ville, puisque les gens se sont promenés plutôt avec un smiley sur le visage, donc c'était très agréable. Une bonne partie des concerts gratuits, ce qui explique aussi cette affluence. Il n'y a pas de chiffres sur l'affluence pour des raisons logistiques, en fait. Alors, on a sorti un chiffre quand même de 5400 festivaliers cette année. C'est clair qu'avec le off, c'est toujours un petit peu compliqué de calculer exactement le nombre de festivaliers exact. Mais on a remarqué qu'il y avait aussi de plus en plus de Nyonnais qui venaient, et des Nyonnais de toutes les générations, puisqu'on a eu des soixantenaires et septentenaires qui venaient. On l'a vu peut-être un petit peu dans le reportage au début. On voyait bien qu'il y avait une tablée de gens qui avaient plutôt la soixantaine. Il n'y a pas d'âge pour les mélomanes. On est complètement d'accord, et on a vu par exemple des familles qui se sont pressées à la silent party le samedi. C'était assez magnifique de voir un papa, une maman et leurs enfants avec des casques sur les oreilles en train de se déhancher. Alors justement, les nouveautés cette année, c'était la silent party qui a bien marché. Il y a eu de gros succès, on va citer Môme parmi d'autres, des concerts qui ont très bien marché. Et puis une troisième soirée le jeudi, ce qui explique aussi ce succès. Cette troisième soirée qui n'a pas si bien marché que ça. En revanche, c'est peut-être le point noir de cette édition. Alors, je ne peux pas dire qu'elle a pas si bien marché. Je pense qu'elle s'est pas mal débrouillée pour une première. Mais elle doit faire sa place. Elle doit faire sa place, c'est ça. On avait prévu de mettre 2 concerts en se disant justement qu'une soirée avec 3 groupes, ça allait faire trop tard et puis que ce serait encore plus compliqué sans doute pour les festivaliers de venir. Donc j'ai trouvé que l'affluence, elle était raisonnable pour une première. Et puis on va encore faire mieux l'année prochaine. Donc je ne me fais pas trop de soucis que ça deviendra une habitude qui sera vite prise par les festivaliers. Et cette troisième soirée a un coût qui n'est pas négligeable. Au niveau des finances, comment se porte le festival? Alors les premiers chiffres ont l'air de dire qu'on tape plutôt sur un équilibre, ce qui est toujours le but de l'organisation, c'est de finir plutôt équilibré. C'est clair que s'il y a un profit, il va être réinjecté dans la structure pour pouvoir améliorer encore l'accueil et des artistes et des festivaliers, de pouvoir permettre à toutes les équipes du festival, parce qu'il faut savoir qu'on a énormément d'équipes, ça part de la déco, en passant par l'audiovisuel, la production. Donc toutes ces équipes, si on peut augmenter un petit peu leur budget pour qu'ils puissent faire leur travail dans les meilleures conditions possibles, ça sera réinvesti. Jay Rutter, on a déjà dans la tête l'édition 2018, où d'abord on se repose, puis on y réfléchira après. Alors c'est clair qu'on doit se reposer déjà. Mais oui, on est obligé d'aller de l'avant. Il va y avoir tous ces chiffres qui vont devoir nous dire où on est atterri pour cette édition 2017. Et puis on va devoir rapidement plancher sur la 9e. Mais on a déjà en ligne de mire la 10e qui sera en 2019. Donc on cogite déjà sur la suite. Déjà maintenant. Merci beaucoup, Jay. Rendez-vous donc en 2018 pour la prochaine édition de ce Festival des Hivernales. À bientôt. Merci.
On reste dans la musique et la culture avec du punk, du hardcore et du metal. Les mots-clés du festival Nyonkor qui fêtera prochainement ses 15 ans d'existence. Avec son petit côté métalleux, Florian Cavalleri, attendu sans micro au président de l'association Nyonkor, Thierry Dubugnon. Et l'on est à l'usine à gaz pour célébrer les 15 ans de l'association Nyonkor. Nyonkor qui organise son festival, ce sera le 11 mars prochain. Je suis en compagnie de Thierry, c'est le président de cette association. Alors en 2002, quand Nyonkor Association est née, l'objectif c'était quoi ? Alors l'objectif c'était principalement de promouvoir la scène rock alternative, on va dire, dans la région lyonnaise. Nous on était en fait un petit peu une bande de potes friands de tout ce qui était concert, metal, punk, etc. Mais l'offre dans la région était assez pauvre. On avait déjà à l'époque l'équipe de Condor Records qui faisait déjà pas mal. Et nous, ça nous a donné l'envie de monter un petit peu une structure pour promouvoir nos groupes, parce qu'évidemment, bien sûr, on avait nos propres groupes, et puis aussi faire venir d'autres groupes dans la région, et puis voilà, essayer de construire un petit peu une famille lyonnaise autour d'une entité. Le métal à Nyon, ça a sa place dans Nyon, ville de festival, où c'est difficile? Je pense que ça a sa place, hein. On le voit notamment à la fête de la musique d'ailleurs, où on tient également une scène lors de cette journée, et on voit que l'influence est quand même assez importante. On a d'ailleurs d'autres collègues aussi qui ont leur propre association, qui œuvrent aussi dans ce domaine-là avec quelques petites différences. Je pense que ça a sa place. C'est clair que ça ne draine pas autant de monde que des événements comme Paléo ou les hivernales. Mais il y a un public, il y a des gens qui se déplacent pour voir des groupes de cette catégorie, on va dire. Voilà, du métal. Justement, ces festivals, des fois, ils draftent des groupes que vous avez produits ou montrés dans votre festival. Est-ce qu'on peut les voir des fois dans des festivals un peu plus gros comme les hivernales, Caribana ou le Paléo? Oui, alors c'est arrivé, hein. D'ailleurs, j'ai un exemple. Alors, nous, on n'a pas produit leur CD, mais on les a fait jouer un certain nombre de fois. Il y a le groupe d'en avant, Prométhée, qui sont en train de vraiment marcher fort. Ils ont joué à Paléo. Ça a été vraiment un gros succès sur la scène du détour. Oui, je pense qu'il y a effectivement, nous on soutient ces groupes-là et ça aide certainement certains à se faire un petit peu connaître en tout cas. En tout cas, 15 ans après, le festival est là, l'association tient toujours et le 11 mars, 4 groupes sont à l'affiche, 4 groupes ou plus parce qu'il y a une petite scène acoustique aussi qui jouxte cette scène de l'usine à gaz. Ces 4 groupes, ce seront qui ? Alors, les 4 groupes, on a 3 groupes régionaux. On a Hateful Monday, qui sont vraiment des vieux potes, des vieux de la scène, on va dire. On a un nouveau groupe, Capital Youth, qui, eux, vraiment feront leur, je sais pas, 3 ou 4e, peut-être 5e concert, je sais pas, mais qui cartonnent avec leur nouveau EP et c'est vraiment un groupe très prometteur. Puis on a d'autres potes, Bottle Knowledge, qui viennent de Lausanne et ils ont déjà joué lors de nos soirées et c'est un plaisir de les faire venir. Et puis surtout, tête d'affiche, on a Niar Wolves qui sont un groupe de Brighton qu'on fait venir exprès pour le festival. On sait que la scène métal et hardcore est souvent très unie. Est-ce qu'à Nyon, vous pouvez bénéficier justement de ces réseaux qui sont montés à Genève, à Lausanne, voire beaucoup aussi en Angleterre et aux États-Unis ? Alors oui, disons qu'on a beaucoup d'amis, c'est clair, dans ce milieu-là. Et puis justement, on essaie de collaborer. On collabore pas mal avec des structures sur Genève, forcément. Lausanne, c'est un petit peu plus difficile. Il y a moins à ce niveau-là. Mais effectivement, on a aussi par le passé beaucoup travaillé avec des structures américaines, etc. Mais c'est clair qu'il y a un petit creux, on va dire, à ce niveau-là. Et voilà, on travaille peut-être aussi avec des structures côté Zurich aussi, qui est un peu le poumon, on va dire, à ce niveau-là de notre scène. Après 15 ans, on va dire, de militantisme hardcore, punk et metal, qu'est-ce qu'on peut encore vous souhaiter ? Quels sont les besoins, soit du festival, soit de l'association Nyonkor ? Alors, nous, le but, c'est clair qu'on on veut pas devenir un énorme truc, hein. Le but, c'est de rester local, de continuer à faire vivre un petit peu cette scène.
idéalement, c'est simplement de nous soutenir en venant au concert, en participant à la vie de notre association, simplement peut-être en achetant nos t-shirts, en écoutant les groupes qu'on produit. Voilà, c'est ça le but de l'association. Maintenant, nous, on n'attend pas spécialement de choses plus grosses. Hein. C'est clair qu'on veut rester local et à taille humaine, on va dire. Et ben voilà, vous voulez soutenir une association qui organise un festival à taille humaine, et ben vous venez le 11 mars prochain pour le festival Nyon Core. Et sinon, vous vous retrouvez sur le site internet de l'association pour les aider, les soutenir en achetant t-shirts, CD, etc., etc. Merci Thierry de nous avoir parlé du métal nyonnais. Merci. Et un dernier point dans ce chapitre culture avec Mouvance organique ininterrompue. C'est le doux nom de la nouvelle création théâtrale à découvrir du 2 au 5 mars au Casino Théâtre de Rolle. Très polyvalent, Florian Cavalleri a assisté aux répétitions de ce thriller futuriste. Cette pièce raconte dans un futur non chiffré la situation que serait celle de l'homme sur un bout de terre qui pourrait accueillir quelques millions de personnes et où plusieurs milliards vivraient. Voilà. Et donc quelles seraient les conditions de vie et à savoir que là le système qui a été trouvé pour essayer d'épargner les vies humaines, c'est qu'on vive en alternance. On ne vit plus pour soi seul, on vit pour deux. C'est-à-dire que quand on est en activité, notre double est en suspension dans un train qui tourne autour de cette terre et on finit par s'échanger. Voilà, c'est ça la mouvance organique ininterrompue, c'est cette espèce d'échange entre les êtres humains et de va-et-vient du train. Seul. C'est une vraie histoire, c'est une histoire entre deux personnages, c'est une rencontre sur fond de problématiques qui font écho aujourd'hui, à savoir la migration, les gens qui périssent en Méditerranée, évidemment aujourd'hui cette vague migratoire massive qu'on connaît mais qui n'est rien face aux migrations qu'on pourra connaître au niveau du climat. Sans rien, mais de quoi te nourris-tu alors ? Et puis oui, au niveau de l'espace, du confort, voilà, qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour garder notre confort et notre vie. Il y a dans le tango argentin quelque chose d'assez fort, il y a du pathos, il y a de l'émotion, il y a de l'affect, il y a de l'amour aussi, de la sensualité dans cette musique et je crois que ça correspondait assez bien à ce qu'a écrit Sophie dans le rapport entre les deux personnages. C'est assez tendu, ils se cherchent, finalement c'est un peu comme une histoire d'amour faussée et le tango argentin honnêtement c'est idéal pour ça. Quoi de mieux que le tango argentin pour raconter une histoire d'amour? On va porter plainte. La haute protection. On intervient, c'est vrai, un peu plus dans l'ombre. On représente cette masse de population cachée. Comme des entités qui ne sont plus là, mais pas vraiment là, ce qu'on appelle les invisibles. Et c'est pour ça que scéniquement, on apparaît par petits bouts, des bouts. C'est pour ça que je suis habillé en noir, un bout de bras, un bout de poitrine, une oreille, voilà. Et tout au long de la pièce, on va nous voir un peu comme ça en filigrane. La musique sera, elle, toujours présente. Quand j'ai été contacté pour m'approprier ensuite cette partie-là, j'avais déjà une bonne base et mon travail ça a été de le raconter de manière la plus fluide possible, et de montrer de montrer ce qu'on peut pas voir au théâtre. En effet. On ne comprend pas non plus. La pièce se passe plutôt dans les bas-fonds et l'idée c'était de montrer un élément du passé du personnage principal et de montrer aussi dans quel décor évolue puisqu'on est dans de la science-fiction et ça permettait de montrer l'extérieur.
Donc on n'est pas dans une animation traditionnelle type dessin animé. C'est un peu particulier, ça donne quelque chose d'un peu plus saccadé, un peu plus poétique, mais qui, à mon avis, colle bien avec l'esprit de la pièce et avec le côté théâtral. On n'est pas dans du Disney. J'espère que les gens qui n'ont pas l'habitude d'aller au théâtre seront titillés par l'envie de venir voir cette pièce. Mais en tout cas, non, c'est une pièce, c'est une vraie histoire qu'on a essayé de rendre le plus cinématographique possible avec les moyens qu'offre le théâtre, qui sont des moyens assez magiques en fait. Et c'est la fin de cette édition. Au nom de toute l'équipe, merci de nous avoir suivis. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau journal d'actualité de votre district. À bientôt.